Seyfel est un joueur qui vient de perdre son personnage de niveau maximum lors d'une grande guerre qu'il avait organisée, mais tous ses amis se sont beaucoup amusés, il n'a donc aucun regret. Sa guerre a apparemment été si populaire qu'il a fini par recevoir une offre de l'équipe de développement du jeu, et comme il est impatient de voir ce qu'il lui réserve, il clique sur « Accepter » sans hésiter. Cependant, il aurait probablement dû lire les conditions générales, car quelques instants plus tard, il se retrouve dans une pièce étrange où des dizaines de personnes le fixent du regard, et pour ne rien arranger, ses bijoux de famille ont également disparu. Il se rend compte qu'il a été placé dans le corps de son personnage, Lufa, et que les gens semblent absolument terrifiés par lui, alors il tente de leur demander poliment ce qui se passe. Cependant, dès que Lufa ouvre la bouche, une immense pression envahit la pièce et tout le monde est plaqué au sol, face contre terre. En apparence, Lufa demande avec condescendance au groupe s'ils ont l'habitude de goûter le sol lorsqu'ils rencontrent quelqu'un de nouveau, mais à l'intérieur, Seyfel panique car il n'a aucune idée de la raison pour laquelle tout cela se produit. C'est alors qu'il se souvient que Lufa possède une compétence d'intimidation qui est probablement à l'origine de tout cela. Il essaie donc de se calmer et de la désactiver, mais il lui faut quelques minutes pour comprendre comment faire, et les gens restent donc collés au sol pendant un certain temps. Une fois que les choses reviennent enfin à la normale, Lufa s'approche d'un des elfes dans la pièce et lui demande une explication, ce qui le fait immédiatement s'évanouir de peur, mais elle finit par obtenir la réponse qu'elle cherche. Pour résumer, 200 ans se sont écoulés depuis qu'elle a été enfermée, et le seigneur démon est toujours en vie. Afin de le vaincre, le royaume a tenté d'invoquer un autre héros, ce qui explique pourquoi Lufa s'est retrouvé ici. Cela signifie que Seyfel a vraiment été aspiré dans le jeu, et il en est honnêtement très excité, mais il se rend compte qu'il doit être terrifiant d'être en sa présence alors qu'il possède le corps de Lufa, et qu'il devrait probablement partir avant qu'il ne provoque une crise cardiaque à quelqu'un. À ce moment-là, Lufa prend la parole et dit à tout le monde qu'elle comprend leur inquiétude concernant sa présence, car elle a failli conquérir le monde à un moment donné, mais elle les assure que ses jours de conquête sont terminés, donc ils n'ont pas à s'inquiéter. Cependant, elle n'a aucun intérêt à devenir leur nouvelle héroïne, alors elle leur dit qu'ils peuvent simplement l'oublier et en invoquer une autre, car elle ne restera pas. Le roi lui demande où elle compte aller, et Lufa lui répond qu'elle va simplement passer un peu de temps à apprécier ce monde tel qu'il est, mais qu'elle serait prête à revenir si le besoin s'en faisait sentir. Lufa s'en va alors, et Seyfel comprend parfaitement comment fonctionnent les ailes de Lufa, ce qui lui permet de les utiliser sans trop de difficultés. Lufa était le personnage principal de Seyfel lorsque Exgat a été lancé à l'origine, et grâce au système novateur du jeu, les actions des joueurs ont été officiellement ajoutées à l'histoire. Avec tout le temps et l'argent que Seyfel a dépensé pour hisser Lufa au sommet du classement, elle est généralement reconnue comme l'un des personnages les plus terrifiants de ce monde. Il aurait pu rester en tête du classement pour toujours s'il l'avait voulu, mais cela aurait été beaucoup trop ennuyeux. Il a donc conclu un accord avec tous les meilleurs joueurs du jeu à l'époque et a demandé à tout le monde de se diviser en deux factions, la lumière et les ténèbres, afin qu'ils puissent se livrer à une guerre totale. Cette guerre a abouti à l'emprisonnement de Lufa dans un sous-espace après sa défaite. Si cela a beaucoup amusé Seyfel, pour ce monde, c'était la réalité, et Lufa est donc presque universellement crainte ici pour ce qu'elle a fait. Il faut savoir que pendant toute la durée de leur petite guerre, Seyfel et ses amis ont complètement ignoré l'objectif principal du jeu, qui était de tuer le seigneur démon, si bien qu'Orm est toujours en vie depuis que Lufa a été enfermée, mais cela n'est pas sa priorité absolue, elle s'en occupera plus tard. Pour l'instant, elle veut simplement découvrir le monde du jeu qui est désormais devenu réalité. La première étape de Lufa est son ancienne base d'opération au sommet de la montagne, et le spectacle est vraiment impressionnant. Certes, elle est un peu délabrée après 200 ans de poussière, mais c'est tout de même incroyable de la voir en personne. Lufa s'assoit sur le trône, et Seyfel se met à repenser à tous les bons moments qu'il a passés avec ses amis dans cet endroit. Il se souvient à quel point il s'amusait à discuter de tout et de rien, mais il se rend compte que ces discussions avaient lieu dans un chat de groupe, alors pourquoi s'en souvient-il comme s'il y était en personne? À ce moment-là, Lufa remarque quelqu'un qui s'approche, ce qui la met sur les nerfs car la base devrait être vide, mais lorsqu'elle regarde, elle s'aperçoit qu'il s'agit d'une fille aux cheveux bleus nommée Dina. Elle est très excitée de voir Lufa car elle attend son retour depuis 2 siècles, mais Lufa n'a aucune idée de qui est cette fille. Dina est incroyablement blessée de réaliser que Lufa l'a oubliée alors qu'elle était sa conseillère la plus fidèle, mais Lufa ne se souvient pas avoir jamais eu besoin d'une conseillère. Cependant, maintenant qu'il y pense, Seyfel se souvient que lorsqu'il a construit cette base, il a pensé que ce serait cool d'avoir un PNJ en arrière-plan pour rendre l'endroit plus vivant, alors il a placé Dina et l'a simplement laissée là. Elle a dû prendre conscience de son existence lorsque ce monde est devenu réalité, et Seyfel se sent un peu coupable puisqu'elle est restée coincée ici toute seule pendant 200 ans. Lufa joue donc le jeu et dit qu'il est impossible qu'elle ait oublié Dina. Elle remercie Dina d'avoir protégé la base pendant son absence, et Dina est extrêmement reconnaissante d'entendre ces mots gentils de la part de Lufa. Mais cela mis à part, avec tout le temps qui s'est écoulé,
Lufa n'est pas au courant de l'état actuel du monde, alors elle demande à Dina de lui donner un petit cours d'histoire pour se mettre à jour sur les affaires modernes. Dina répond qu'elle serait ravie de lui expliquer tout ce qu'elle sait, alors elle raconte à Lufa qu'après sa défaite, les 7 héros ont fondé leur propre nation. 4 d'entre eux sont déjà morts de causes naturelles au cours des 200 dernières années, mais les 3 qui ont une plus longue durée de vie sont toujours en vie. Lufa ne peut s'empêcher de se demander si les héros de ce monde sont vraiment toujours ses amis ou s'ils sont devenus des PNJ, alors il prévoit de leur rendre visite tôt ou tard. Dina explique ensuite que le roi démon Orm est toujours en vie, principalement parce que les 7 héros n'ont pas réussi à le vaincre après avoir scellé Lufa. Dina ajoute que les 12 étoiles célestes de Lufa sont toujours là, même si la plupart ont pris des chemins différents. Les 12 étoiles sont un groupe de monstres PNJ rares et puissants que Seyfel a rassemblés parce qu'il trouvait cool d'avoir une petite armée de généraux d'élite à son service. Lufa demande à Dina s'il y a du nouveau concernant les 12 étoiles, et elle répond qu'elle connaît l'emplacement de 6 d'entre elles, mais que 2 de ces 6 semblent avoir rejoint l'armée démoniaque dans le but de se venger des héros qui ont scellé Lufa. Lufa est un peu déçu d'apprendre que certains de ses serviteurs ont rejoint l'armée démoniaque après sa défaite, car leur querelle n'était pas si grave, et elle va donc devoir les réprimander une fois qu'elle les aura retrouvés. Cela mis à part, elle est contente d'avoir au moins quelque chose à faire maintenant. Son plan initial était simplement d'explorer le monde pour le plaisir et de découvrir si les 3 héros restants étaient des joueurs comme elle, mais elle doit d'abord rassembler les 12 étoiles célestes, car elle serait responsable si l'une d'entre elles causait des problèmes sans raison. Elle demande à Dina de lui indiquer l'emplacement de la première étoile céleste, alors celle-ci consulte une carte et lui montre un endroit appelé Svel. C'est là que l'un des héros vit depuis quelques années, et l'étoile céleste, Bélier, tente de l'envahir depuis des mois. Maintenant qu'elle sait où trouver Harry, elle se met immédiatement en route pour le retrouver, mais Dina lui crie de revenir, car elle ne peut pas partir sans faire de préparatifs. Tout d'abord, Lufa n'a pas d'argent sur elle, et Dina aurait été prête à lui en donner, mais l'inflation est un problème, et elle a attendu si longtemps que tout l'argent qu'elle avait est pratiquement sans valeur maintenant. Lufa répond qu'elle peut gagner de l'argent en chemin, mais Dina lui dit que personne ne voudra faire affaire avec la légendaire conquéreuse. Lufa rétorque que personne ne reconnaîtra son visage après 200 ans, mais on lui rappelle que des races comme les elfes existent et que beaucoup d'entre eux savent sûrement qui elle est, d'autant plus que le royaume a probablement émis un avertissement public concernant son arrivée. Cependant, si Lufa veut gagner de l'argent, Dina connaît un travail qu'elle peut faire et qui ne nécessite pas de vérification des antécédents, l'aventure. Pour commencer, Dina conduit Lufa à la ville marchande de Yétélé, mais elle attirerait trop l'attention avec ses ailes sombres exposées, alors Lufa les cache dans sa cape surdimensionnée pour se déguiser. Elle déteste le fait qu'il soit si inconfortable de se déplacer ainsi, mais elles n'ont pas vraiment le choix dans cette situation, elle devra donc s'en accommoder pour l'instant. Une fois arrivée à la guilde des aventuriers, Lufa mentionne qu'elle ressent une certaine nostalgie à l'idée de revenir dans ce repère de marginaux et de dégénérés, car selon ses connaissances, elle était aventurière avant de fonder sa nation obscure. Cependant, elle se rend vite compte à quel point il est étrange qu'elle éprouve un sentiment de nostalgie alors que c'est techniquement la première fois qu'elle met les pieds dans la guilde. Dina remarque que Lufa semble perdue dans ses pensées, alors elle lui demande si quelque chose ne va pas, mais celle-ci élude la question et répond qu'elle devrait aller jeter un œil au tableau d'affichage des offres d'emploi. Alors qu'elle consulte le tableau d'affichage, Dina repère une mission qui rapporte 3000 pièces, et tout ce qu'elles ont à faire est de retrouver plusieurs chats perdus. Lufa reconnaît que cela semble être une très bonne affaire, mais cela leur prendrait une éternité pour retrouver les chats, et elle préfère ne pas passer une semaine sur une quête secondaire, alors elle continue à chercher. C'est alors qu'ils trouvent un travail de chasse intéressant. Ils seront payés 1500 pièces et tout ce qu'ils ont à faire est de chasser quelques orques, ce que Lufa trouve parfait. Les orques ont 3% de chance de laisser tomber leur viande à leur mort, et si vous mangez leur viande, votre santé maximale augmente, elle va donc en profiter pour gagner un peu de HP pendant qu'ils sont là-bas. Plus tard dans la journée, les deux arrivent au village où la demande a été faite, et ils parlent au chef du village, un vieil homme fatigué qui veut juste en finir une fois pour toutes. Il explique que les orques ravagent leur village depuis longtemps, kidnappant leurs femmes, tuant leurs hommes et détruisant tout ce qu'ils ont construit. Il supplie les deux héros de se débarrasser d'eux pour le bien du village, et Dina lui assure joyeusement qu'il n'a pas à s'inquiéter, car Lufa va sans aucun doute éliminer ces orques. Il leur est très reconnaissant de leur aide. Cela dit, il se dirige vers la forêt pour retrouver le repère des orques, et il ne tarde pas à le trouver, avec deux orques postés devant pour faire le guet. Lufa se prépare alors à attaquer. En y réfléchissant bien, elle n'a pas vérifié son écran de statistiques depuis son arrivée, alors elle l'ouvrait. Heureusement, elle dispose toujours de toutes ses capacités de niveau maximum. Tuer les orques ne devrait donc pas être difficile, mais elle n'est pas sûre d'être mentalement prête pour cela, car tuer ces créatures à l'écran est complètement différent de les tuer dans la vie réelle. Elle active l'une de ses capacités et crée une douzaine d'épées à ses côtés avant de les lancer directement sur les orques. Le résultat est absolument répugnant, mais pour une raison quelconque, Lufa se sent étrangement calme. Quelques instants plus tard,
le nid d'orques est alerté de la présence d'un intrus, et ils se précipitent tous pour encercler Lufa en quelques secondes. Ils ont également un orque vraiment énorme comme chef, ce qui mettrait n'importe quel aventurier normal en difficulté, mais lorsqu'ils lancent leur attaque contre Lufa, ils sont tous si lents qu'ils semblent à peine bouger. La différence est telle qu'elle se rend compte qu'elle n'aura probablement même pas besoin de créer d'autres épées pour les affronter, alors elle se met à leur sauter dessus et commence à leur couper la tête à toute vitesse. Elle est si rapide que le chef des orques n'a aucune idée de ce qui se passe, tout ce qu'il voit, ce sont les têtes de ces hommes qui s'envolent de leur corps. Elle s'arrête alors et regarde le grand gaillard juste pour lui dire « Eh, je viens d'anéantir toute ta troupe, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il se déchaîne pour essayer de l'écraser au sol, mais il est complètement dépassé, car Lufa est pratiquement une catastrophe ambulante et il n'est qu'un obstacle sur son chemin. Sans blague, tout ce qu'elle a fait au roi des orques, c'est lui donner un petit coup de poing sur la tête, et une seconde plus tard, un trou béant était percé dans son crâne. Elle est tout simplement trop forte. Une fois que Lufa a terminé son massacre, Dina commence à récolter certains des cadavres d'orques, et elle est ravie de découvrir que celui-ci a encore son filet intact. Selon Dina, la vitalité d'un orque est stockée dans son filet, et s'il n'est pas endommagé, le manger transfère cette vitalité à celui qui le mange. Elle propose d'en préparer pour Lufa une fois qu'elles seront de retour, alors elle crée plusieurs portails et range les cadavres. Lufa n'avait aucune idée que Dina avait un tel pouvoir, mais la téléportation leur sera certainement utile à un moment ou à un autre. Pour l'instant, cependant, il est temps pour elle de sauver toutes les personnes qui ont été kidnappées par les orques. À la grande surprise de Dina, après avoir libéré toutes les femmes, elle constate qu'elles semblent toutes en parfaite santé. Lufa ne trouve pas cela si étrange, car dans l'univers du jeu, les orques sont en réalité très gentils avec les femmes. Ils sont juste très laids et ont un charisme incroyablement faible, donc ils ne prennent même pas la peine d'essayer de séduire qui que ce soit et passent directement au kidnapping. Dina est choquée d'entendre cela, car elle ne peut imaginer que des monstres aussi hideux puissent être des gentlemen. Mais quelle que soit la façon dont ils traitent leurs captives, cela ne change rien au fait qu'ils kidnappent quand même les femmes, alors Lufa crée un point de pierre géant et détruit la grotte pour s'assurer qu'il n'y ait aucun survivant. Dina demande à Lufa si elle souhaite qu'elle efface la mémoire des filles, car elle aimerait qu'elles se souviennent des visages hideux des orques qui les ont kidnappées. Mais la réaction sincère de Lufa est « Pourquoi suggères-tu si naturellement d'effacer leur mémoire, comme si c'était quelque chose de normal ?» Elle demande à Dina s'il est vraiment possible d'effacer la mémoire de quelqu'un, et celle-ci répond « C'est très facile. En fait, si elle le voulait, elle pourrait manipuler et réécrire la personnalité d'une personne. » Mais outre le fait qu'il soit effrayant que Dina puisse faire cela sur un coup de tête, Lufa ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier la mémoire de qui que ce soit à propos d'un incident comme celui-ci. Il suffit de ramener les filles saines et sauves à leur village, alors Lufa invoque un golem et lui demande de transporter tout le monde pendant le voyage de retour. Cette mission s'est très bien déroulée, mais Lufa ne peut s'empêcher de se demander pourquoi personne d'autre ne l'avait accepté avant leur arrivée. Dina explique que c'est parce qu'il n'y avait aucune incitation à prendre le risque, mais cela n'a aucun sens pour elle, car la vitalité du filet d'ORC aurait été une raison plus que suffisante pour relever le défi. Cependant, Dina informe Lufa que la plupart des gens ne prendraient pas le risque parce que, pour faire simple, les guerriers de cette époque sont nuls. Par exemple, Dina dit que la nation qui a invoqué Lufa s'appelle le Royaume de l'Épée, et elle veut qu'elle devine quel est le niveau du plus fort épéiste du royaume. Comme il s'agit de leur plus fort combattant, Lufa suppose que ce type doit être aussi fort qu'elle, mais à sa grande surprise, on lui dit que le meilleur épéiste du royaume n'est qu'au niveau 120. Cela n'a aucun sens, car elle sait pertinemment que de nombreuses personnes ont atteint le niveau 1000 en même temps qu'elle dans le jeu, mais Dina lui rappelle que ces personnes appartenaient toutes à l'époque précédente et qu'elles étaient, pour être franc, les plus acharnées des acharnés. De manière réaliste, pour atteindre le niveau 1000, il faudrait se battre sans cesse, chaque seconde de chaque jour, et consacrer toute sa vie à devenir plus fort, ce que les gens de cette génération ne peuvent tout simplement pas faire, du moins pas sans mourir dans le processus. Lufa comprend maintenant pourquoi il serait difficile pour les gens de ce monde d'atteindre le niveau maximum, car pour elle, ce n'était qu'un jeu, il était donc naturel de grimper autant de niveaux que possible, mais pour les gens de ce monde, c'est leur seule et unique vie, ils ne voudraient donc pas la gaspiller. Lufa et Dina finissent par revenir au village, et les villageois sont tous très heureux de se retrouver. Les femmes sont toutes extrêmement reconnaissantes envers Lufa de les avoir ramenées chez elles, et Lufa est heureuse de les voir toutes si joyeuses, mais si elle connaissait sa véritable identité, elle ne serait peut-être pas aussi gaie à présent. Le chef du village remet à Lufa et Dina la récompense convenue, et après avoir vérifié, Dina confirme que tout y est, alors ils sont prêts à partir. Cependant, avant leur départ, le chef demande à Lufa si le village peut vraiment garder son golem. Lufa répond qu'elle ne voit pas d'inconvénient à le laisser derrière elle, et qu'il devrait simplement l'utiliser comme gardien pour protéger le village au cas où d'autres orques se présenteraient un jour. Le chef est tellement touché par la gentillesse de Lufa qu'il en conclut qu'elle doit être une messagère de Dieu, mais cela est loin d'être la vérité.
Lufa décide qu'il est temps de partir, mais avant qu'elle ne le fasse, les villageois lui demandent au moins de leur dire son nom afin qu'ils sachent comment appeler leur sauveuse. Sans réfléchir, Lufa tente de révéler son identité, mais Dina intervient et donne aux villageois une fausse identité à la place. Lufa est furieuse que Dina l'ait interrompue ainsi, mais elles en ont déjà discuté, si quelqu'un découvrait la véritable identité de Lufa, cela provoquerait une panique générale, et elles ne peuvent pas se le permettre. Comme elles ont désormais assez d'argent pour couvrir leurs frais de voyage, rien ne les empêche de se rendre directement à Sfel, mais Lufa ne peut pas s'en réjouir outre mesure, car la seule raison pour laquelle elle s'y rend est d'empêcher l'une de ses 12 étoiles, Harry, de continuer à l'attaquer. Elle doit également confirmer si les héros survivants sont vraiment ses anciens compagnons, c'est pourquoi sa première étape sera de rencontrer Maigret. Alors qu'ils approchent de la ville, Lufa commence à remarquer plusieurs jolies lumières flottant tout autour d'eux. Elle demande à Dina ce que c'est, et celle-ci lui explique que ces lumières sont de petites particules de mana qui flottent dans les airs car la terre ici est très riche. Elle dit que c'est la preuve qu'il se rapproche de Sfel, et en fait, Dina peut déjà la voir d'ici. Elle semble très enthousiaste d'être ici, mais Lufa ne voit pas ce qu'il y a de si génial, car pour elle, cela ressemble à une ville aquatique ordinaire. Elle se dirige vers la porte d'entrée, où un garde leur crie que toute personne souhaitant entrer dans la capitale doit présenter son passeport. Lufa ne savait pas qu'il fallait un passeport pour entrer dans la ville, alors elle commence à s'inquiéter qu'elle ne puisse pas entrer. Cependant, Dina n'est pas du tout inquiète, car elle possède la compétence parfaite pour cela, la falsification de documents. Elle s'approche simplement du garde et lui présente 2 passeports qu'elle a créés pour elle-même et Lufa. Après les avoir vérifiés, le garde est convaincu qu'ils sont authentiques et autorise les 2 femmes à entrer dans la ville. Alors qu'ils marchent dans les rues, Dina explique à Lufa que la ville de Sfel a été fondée par le sage elfe Maigret et qu'elle est réputée pour la richesse de ses connaissances magiques. Cette région est également particulièrement riche en mana ambiant, ce qui attire de nombreux mages et érudits qui viennent ici dans l'espoir d'approfondir leurs connaissances en magie. Dina demande quel est leur objectif dans la ville aujourd'hui, et Lufa lui répond qu'elle prévoit d'abord de rendre visite à Maigret, car elle a beaucoup de choses à lui dire. Dina panique en entendant cela, car elle pense que Lufa a l'intention de prendre d'assaut le château de Maigret, mais celle-ci lui assure qu'il s'agit simplement d'une visite amicale. Après tout, Harry a causé beaucoup d'ennuis injustifiés à Maigret, et elle doit encore lui présenter ses excuses pour cela. Mais avant cela, Lufa dit qu'elle aimerait se rendre à la bibliothèque, car il y a encore beaucoup de choses qu'elle ignore sur l'histoire de ce monde. Elle commence à demander leur chemin pour se rendre à la bibliothèque la plus proche, jusqu'à ce qu'elle rencontre un homme nommé Grants. On devine que Lufa et Dina sont nouvelles en ville, car pratiquement tout le monde sait que toutes les bibliothèques se trouvent dans la partie A, mais comme il a du temps libre, il leur propose de les y conduire. Dina le remercie et se présente comme une marchande ambulante accompagnée de Lufa, son employé suspecte, mais Lufa lui marche sur le pied au milieu de sa phrase pour la faire taire, car qui diable présenterait son compagnon comme suspect? Grants trouve clairement que Lufa a l'air suspecte, mais il n'a pas l'intention de lui en vouloir, car il est sûr qu'elle a ses raisons, et Lufa lui est reconnaissante de sa compréhension. Alors que Grants les guide à travers la ville, Dina remarque à quel point tout le monde est animé ici, et Grants reconnaît que les gens sont effectivement joyeux, mais comme la ville est attaquée par Harry depuis plusieurs années, la plupart des gens ne s'installent pas ici. Lufa prend un air un peu amer, car elle se rend compte que la situation ici est en quelque sorte de sa faute, et Grants le remarque, mais il suppose qu'elle doit simplement être inquiète à l'idée d'être attaquée par Harry pendant son séjour ici, alors il la rassure en lui disant qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car le système de défense de la ville est impénétrable. Il lui explique que tout le lac qui entoure la ville est en fait un golem créé par Maigret, et que chaque fois qu'Harry a attaqué jusqu'à présent, il a été repoussé par le golem gardien de la ville. Lufa scanne le lac et découvre qu'il s'agit bien d'un golem. Même si le niveau 500 ne lui semble pas très impressionnant, le million de points de HP dont il dispose est sans aucun doute une statistique incroyable. Si Maigret a été capable de créer une telle chose, c'est qu'il doit être vraiment doué. Grants indique ensuite à Lufa et Dina où se trouve le monorail de la ville et leur explique qu'il leur permettra de rejoindre la partie étant un rien de temps. Dina et Lufa devront continuer seuls à partir de là, il le remercie donc pour son aide et il leur souhaite bonne chance pour leur visite à la bibliothèque. Alors que Grants s'éloigne, Lufa jette un coup d'œil rapide à sa fiche de statistiques et constate qu'il est au niveau 82. C'est techniquement très bas, mais selon les normes des combattants de cette époque, Grants est l'un des plus forts. Dina demande à Lufa de l'accompagner pour prendre le monorail, et maintenant qu'elle y pense, elle ne se souvient pas avoir vu de monorail dans le jeu original. Une fois arrivée à la bibliothèque, Lufa se dirige directement vers la section histoire afin de découvrir ce qui s'est passé pendant les 200 années où elle a été enfermée, mais en fouillant dans les rayons, elle trouve quelques livres qui semblent assez inhabituels. Par exemple, ces 3-là expliquent que les 7 héros ont été idiots d'emprisonner Lufa, et elle trouve étrange que la bibliothèque soit autorisée à posséder des livres de ce genre alors que la ville est dirigée par Maigret, l'un des 7 héros. Dina rappelle à Lufa que Maigret n'a pas instauré de dictature ou quoi que ce soit d'autre,
donc les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent à son sujet, et ce n'est pas tant qu'ils n'aiment pas les 7 héros, mais plutôt qu'ils ne pensent pas que Lufa était mauvaise au départ. Si les gens la craignaient certainement à l'époque, au cours des 200 dernières années, cette peur s'est estompée et certains ont commencé à réaliser que le règne de Lufa n'était pas si mauvais. Selon l'un des livres d'histoire, Lufa était un être mystérieux aux ailes noires qui est apparu de nulle part et a unifié le monde sous son règne en un clin d'œil il y a 200 ans. Bien qu'elle fût stricte, elle n'était pas une tyran, et beaucoup vivaient mieux sous son règne, mais l'humanité finit par rejeter son autorité et l'emprisonna afin de retrouver son autonomie. Cela n'aurait pas posé de problème en soi, mais la seule chose qui tenait les démons à distance pendant tout ce temps était la menace que représentaient Lufa et ses 12 étoiles. Une fois qu'elle fut emprisonnée, l'armée des démons profita de la situation et se souleva pour détruire l'humanité. Naturellement, les héros ont tenté de les arrêter, mais leurs pouvoirs ont été insuffisants et ils ont fini par être vaincus. Depuis lors, une grande partie des terres appartenant à l'humanité a été lentement conquise par les démons, et aujourd'hui, l'humanité est sur le point d'être complètement anéantie. Lufa commence à paniquer intérieurement après avoir entendu cela, car elle n'avait aucune idée que le monde était au bord de la destruction. La guerre qu'elle a déclenchée n'était censée être qu'un événement amusant entre joueurs, mais personne ne l'avait prévenu que sa décision plongerait le monde dans une situation aussi désastreuse. La visite à la bibliothèque a aidé Lufa à comprendre ce qu'elle devait faire, et elle dit à Dina qu'elles doivent partir immédiatement à la recherche d'Harry. Cependant, quelques instants plus tard, la ville entière se met à trembler lorsqu'un violent séisme secoue ses fondations. L'alerte est immédiatement donnée et tous les mercenaires disponibles sont appelés aux frontières pour se préparer à une attaque imminente. Lufa examine les dégâts causés et demande à Dina s'il est normal qu'une ville comme celle-ci subisse des tremblements de terre de cette magnitude. D'après ce que sait Dina, cela n'arrive presque jamais, alors Lufa en conclut que cela doit être le résultat d'une des compétences d'Harry et qu'il doit être en route pour lancer une attaque à grande échelle. Il n'y a pas de temps à perdre, alors Lufa crée un planeur et dit à Dina de monter immédiatement. Alors qu'il vole vers le chaos, Lufa réfléchit à la situation et rien de tout cela n'a de sens pour elle. Elle sait qu'Harry a toujours été un monstre mouton inoffensif et qu'il n'est pas dans son caractère d'envahir une nation comme celle-ci à plusieurs reprises, alors elle se demande si c'est vraiment parce qu'elle a été enfermée. D'autre part, elle se demande pourquoi elle a des souvenirs d'Harry, puisqu'elle n'a jamais interagi avec lui dans le jeu. Mais sa principale préoccupation pour l'instant est de l'arrêter, elle pourra s'inquiéter de ses souvenirs plus tard.